Salut tout le monde, 12e épisode du journal de bord d'un doctorant toujours confiné. Aujourd'hui, je ferai l'étude du conte licencieux le plus long de Sade. Il fait presque 80 pages, on pourrait en fait parler d'une nouvelle licencieuse plutôt que d'un conte. La vidéo sera évidemment plus longue, mais rassurez-vous, je ne me perdrai pas en détails et descriptions inutiles, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Je vais garder un style très synthétique. Ce conte s'intitule Le Président mystifié. Les protagonistes en sont le marquis d'Aullincourt, colonel de dragons, le comte d'Elben, son second, et mademoiselle de Thérose, la belle-sœur du marquis. Le comte est amoureux de mademoiselle de Thérose, mais semble condamné à l'avoir promise à un autre, au grand regret des deux officiers. En effet, le vieux baron de Thérose ne veut marier sa fille qu'à un homme de loi, et n'en démord pas, même si son aînée mariée au marquis d'Aullincourt paraît très heureuse. C'est avec le président du Parlement d'Aix, sexagénaire de son état, que la jeune fille de 18 ans est supposée se marier. Sade fait alors une description peu élogieuse du dénommé Monsieur de Fontanis, qui n'a absolument rien pour lui, ni physiquement ni intellectuellement. C'est un procédé littéraire classique, somme toute. On affuble de tare physique les personnages destinés à être mal aimés pour attiser encore leur potentiel de détestabilité, et chez Sade particulièrement, le côté guignolesque des hommes d'église et de robe. On apprend en outre que Fontanis est allergique au crime, mais au niveau le plus élémentaire, en ce sens qu'il n'hésitera pas, dans le doute, à punir des innocents. Il est uniquement indulgent avec les prostituées, qu'il estime utiles à la société parce qu'elles permettent de résoudre plus de crimes qu'elles n'en commettent à travers leur bavardage et leur confidence sur l'oreille. Fontanis se rend au foyer des Théroses et son entrée provoque l'hilarité d'Aullincourt et des deux sœurs, rappelées à l'ordre par le baron de Thérose. Mademoiselle de Thérose est d'autant plus ennuyée par les projets de mariage la concernant qu'elle a déjà offert sa virginité à son amant, le comte d'Elben, et qu'elle craint une sanction de son futur époux qui serait peut-être même capable de la faire pendre. Les deux sœurs et les deux officiers complotent et décident que, je cite, « Il fallait que le président épousât et n'épousa point. » Fin de citation. Ce sont les conspirateurs qui décident de la sentence du magistrat. Intéressant retournement de situation. Pourtant, tout cela demeure très mystérieux sur l'instant. Le mariage a bien lieu et le comte d'Elben se joint aux festivités déguisé en domestique. Juste avant la consommation de l'union, le comte d'Elben fait intégrer à Fontanis un vomitif puissant qui l'empêche de passer à l'acte. Le lendemain, c'est un faux médecin, aux ordres d'Elben, qui vient prescrire à Fontanis de boire 6 bouteilles de vin le soir pour soigner sa curieuse pathologie. Fontanis ivre, mademoiselle de Thérose passe la nuit avec son amant, toujours déguisé en domestique. S'ensuivent quelques péripéties, on fait chuter le président d'une bonne hauteur, et la nuit suivante, on le fait choir dans une porcherie prévue exprès à cet effet. Le faux médecin revient et gagne encore 12 jours de traitement et d'abstinence. Par la suite, Fontanis, dans l'obscurité la plus totale, croit coucher avec sa femme, mais le fait avec une domestique de couleur, et mademoiselle de Thérose l'accuse d'infidélité. Le registre ridicule se déploie de plus en plus largement. Fontanis se croit alors fou et demande à d'Elben, toujours déguisé en domestique, s'il perd l'esprit, et celui-ci le conforte évidemment dans cette idée. La journée suivante, Fontanis tombe à l'eau, puis on lui fait ingérer un laxatif et il se retrouve coincé sur un couvercle de latrine enduit de colle. On lui brûle aussi l'arrière-train alors qu'il est immobilisé. S'ensuit une très houleuse dispute avec Aullincourt qui lui donne sa vision de la justice et des magistrats de son espèce. Puis le faux médecin fait promettre à Fontanis de garder l'abstinence, tandis que la troupe de conspirateurs redevient faussement aimable avec lui pour endormir sa méfiance. 15 jours plus tard, sa jeune épouse montre une fausse lettre à Fontanis pour lui faire croire que le château qui fait l'objet de sa dot est hanté par des revenants et qu'il ne vaut donc plus rien du tout, en tout cas pas en l'état. Aullincourt parvient à convaincre Fontanis de prendre les armes pour déloger les envahisseurs, mais peine de plus en plus à garder son calme et envoie de nombreuses piques au président concernant la morale et la justice. Sade en profite
pour inclure sa philosophie morale et politique. J'en viens même à me demander, pour tout dire, si le conte n'est pas un prétexte à ces quelques dialogues d'une violence rare contre les magistrats. La troupe arrive au château de Thérose et il semblerait que l'esprit qui sévit chaque nuit sur les lieux est un ancien condamné à mort, condamné injustement, qui veut se venger en tuant un homme de loi. Quel incroyable hasard, me direz-vous, que Fontanis se trouve justement là. Mais, en plus, le spectre n'en veut qu'au prévaricateur, au mauvais juge qui condamne les innocents ou qui ne condamne pas les coupables. Fontanis veut s'enfuir et faire le lâche, mais Aulaincourt le convainc de rester et d'assumer qu'il a été un mauvais homme. Il lui propose de chercher à se racheter de ses crimes par le courage et les armes. Reste donc la nuit dans le château, Fontanis, Aulaincourt et leurs deux valets. Fontanis est placé stratégiquement dans la chambre la plus lugubre et doit changer ses vêtements puisqu'il se fait littéralement dessus. Il procède à une petite introspection et on ne peut remarquer qu'une fois encore à quel point ce personnage est détestable, même dans l'intimité de sa conscience seule ou dans son intériorité, dirait peut-être Kierkegaard. 4 personnes entrent dans la chambre de Fontanis, lui font lecture de ses crimes et le punissent de 500 coups de fouet. Il garde la vie parce que ces spectres mystérieux, qui ne sont autres qu'Aulaincourt et ses suivants, veulent le remettre dans le droit chemin et en même temps lui apprendre la clémence. Aulaincourt fait semblant avec les valets d'avoir été agressé également et Fontanis croit encore à ce mensonge. Il se remet de son châtiment douloureux et se réveille la nuit en raison d'une inondation sûrement provoquée par Aulaincourt et ses complices. Il s'attable et une sorte de sympathie nouvelle, mais feinte évidemment, se crée alors qu'il semble que Fontanis a retenu sa leçon et que sa vision de la justice change, mais encore trop peu. La troupe retourne au château d'Aulaincourt et Fontanis obtient qu'on passe sa mésaventure sous silence, bien qu'Aulaincourt le raille et l'exhorte à demander justice, même si cela doit le rendre ridicule. Après tout, c'est son métier. La jeune épouse, quant à elle, feint la maladie et recule encore le moment de l'union charnelle avec Fontanis. 2 nouveaux visiteurs sont également présents au château, un certain chevalier de Totteville, sa femme, et leur fille de 18 ans, prénommée Lucille. Il s'agit d'un chevalier déchu sans honneur, d'une mère maquerelle et de leur fille, probablement adoptive, dont il loue les services sexuels. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils se font passer pour des membres honorables de la petite noblesse. Fontanis, échauffé par la beauté de Lucille, demande conseil au comte d'Elben, toujours déguisé en valet, qui lui dit qu'il a toute l'attitude pour tromper sa femme avec cette jeune fille. Il s'attelle donc à séduire Lucille pendant 4 jours. S'ensuit un faux événement astronomique au cours duquel Fontanis se couvre de ridicule en observant à la lunette un ballon météorologique transportant sa femme et son amant en pensant qu'il s'agit d'un corps ou d'un phénomène céleste. L'épisode suivant est celui d'une fausse lettre de calomnie dirigée contre Fontanis et si l'affaire est vite oubliée, on sent le président perdre patience. Perdre patience et devenir imprudent. Il donne à Lucille les clés de sa loge et lui dit de l'attendre dans son lit. Mais la troupe de conspirateurs lui tend encore une embuscade, et c'est un âne gigantesque qui dort dans son lit, alors que tous les résidents l'accompagnent en triomphe dans sa chambre. Fontanis, décidément idiot, redonne le même rendez-vous à Lucille la nuit suivante. Elle s'alite et Fontanis la rejoint, mais sur ces entrefaits, la porte s'ouvre sur les parents de Totteville, la marquise et la jeune mariée qui feint de s'évanouir. La famille Totteville se retire et le père jure de porter plainte et de destituer Fontanis. Mais ce n'est encore qu'une supercherie. Aulaincourt refuse d'aider Fontanis et le renvoie à la loi du talion, alors que de fausses nouvelles en provenance soi-disant de Paris font état de la destitution du président. Aulaincourt organise une fausse évasion grâce aux hommes de son régiment et fait emménager Fontanis dans une cellule et dans des conditions d'emprisonnement pendant 1 mois, en lui faisant croire qu'il est recherché. Lors de sa libération, le président accepte de signer un contrat l'engageant à renoncer à son épouse et à ne pas chercher à se venger. Très important, on sort du talion là. Il touche en outre 200 livres compensatoires sous la forme d'un bijou et accepte sans condition de rentrer à Aix sans plus jamais revenir. Fontanis semble dès lors s'être assagi et faire preuve de vertu dans ses jugements. Quant à mademoiselle de Thérose, elle épouse son amant, le comte d'Elben. Le mot de la fin appartient au marquis d'Aulaincourt. Dans la société des hommes, parvenir au bien peut impliquer de faire parfois le mal, mais pas aveuglément ou par passion,
ou par intérêt personnel. Il y a une dimension initiatique et même éducative à faire l'expérience presque inévitable du mal pour finalement se ranger du côté de la vertu et s'améliorer quotidiennement. On rejoint en quelque sorte les enseignements actuels sur le bien-être et le bien vivre ensemble. Ce texte mérite une lecture très attentive de certaines répliques d'Aullincourt, auxquelles Sade s'identifie cette fois très clairement, pour découvrir sa pensée politique par petites bribes bien dissimulées. C'est tout pour aujourd'hui, salut tout le monde!